bonsoir. Vraiment un plaisir pour nous là, encore une fois, jeudi, pour nous porter bah nous, un nouveau numéro de émission ça nous remet en pilan qui baptisé Rencontrer, côté que chaque semaine, nous, bah, être nos possibilités pour nous rencontrer avec une personnalité, un monde qui maîtrise un sujet, un monde qui a expertise dans ce sujet, ça nous parle pour nous avec là. Eh bien, jeudi, qui personnalité nous parle avec nous sur plateforme là, c'est monsieur l'ambassadeur Bouchit Edmond eh bien, qui fait dans ville Ansdeno, dans ville Jérémie, eh bien, il fait études primaires chez les frères de l'Instatali et puis il fait études secondaires dans le collège méthodiste de Delma. Ambassadeur Bouchit Edmond, licencié en droit. Eh bien, lycée membre au Port-au-Prince et lycée également détenteur d'un diplôme spécial en relations internationales à l'université à l'université d'Oxford d'Angleterre et puis il gagne également une maîtrise en commerce international de l'université du commerce extérieur de Panama. Ambassadeur Bouchit Edmond, eh bien, il également recevoir une formation en sécurité nationale au Galilée Collège de Tel Aviv, Israël. Ambassadeur Bouchit Edmond, eh bien, c'est un diplomate de carrière et puis il offre service tant au niveau central qu'au niveau externe. Eh bien, il représente Haïti au Jamaïque, Panama, dans OEA, Angleterre et puis dans le pays les États-Unis. Mais il faut que nous rappelions que l'ambassadeur Bouchit Edmond lui servi sous administration ancien président Jovenel Moïse comme ministre Affaires étrangères et des cultes et il était servi en même temps comme ministre du tourisme. Ambassadeur Bouchit Edmond, lycée actuellement directeur exécutif de l'Observatoire haïtien des relations internationales au HRI, une structure qui créée en mars 2020, mais qui voulait, on dit là, comme un think tank qui visait à apporter une large contribution dans cette relation entre nations. Mais ces personnalités, ça, nous allons recevoir vraiment un plaisir, vraiment un honneur, monsieur l'ambassadeur, pour nous avec nous sous plateforme Info 23, mais plus particulièrement sous plateau émission Rencontrée. Bonjour mon frère, c'est un plaisir de vous m'avoir ce matin et bientôt c'est un honneur pour moi de participer à l'émission Info 23 et m'espérer que nous allons faire un petit débat, un petit bas de bouche pour compréhension auditrice, auditorio et téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir et m'a profité au moment ça pour me dire bonne fête des pères à tout papa. Ok, nous pouvons ouais thématique ou bien thème ça avec ambassadeur Edmond, c'est le rapport de force de la diaspora, notamment des États-Unis d'Amérique dans la politique interne et externe. Rapidement, ambassadeur, si nous avons essayé de faire une présentation générale de thème et puis on dit entretien dans le contexte, c'est qui on dit première intervention tu es capable de faire sous lui? Bon, je pense que une chose qui est important, c'est que diaspora n'est pas autre qu'une extension de pays d'Haïti dans l'autre pays à l'étranger. Et cela veut dire que même quand d'une part, les gains ont une sorte de désavantage pour Haïti, le fait que toute connaissance, toute intellectuelle, de toute petite qui est capable, bien plus de maîtrise de toutes différentes questions, et ils ont quitté lui, ils ont allé parce qu'ils ont cherché un espace qui est beaucoup plus vivable et sont des avantages liés et pour nous. Mais d'autre part, avantage, c'est le fait que diaspora, ça, ça a l'air déplacé ou quitter Haïti à vivre de l'autre côté. Non seulement, yo, Haïti bail contribution pâle dans la société, ça à côté on y a vivre là, à travers la diaspora, et contribution à au niveau universitaire, au niveau économique, au niveau social, parce que c'est tout un groupe de citoyens qui partent avec toute culture, toute habitude, toute une série de contributions, on dirait une richesse à la culture de ce pays d'accueil. Je pense que diaspora a été un élément clé aussi
et une fois que l'établi dans le pays, ça, ils ont certaines références en Haïti, et il était un pays, et un élément clé, la contribution au développement social, développement économique, pays d'origine. Et est-ce pourquoi nous pensons que diaspora, élément, dans la diaspora, quelque chose pays lié pour Haïti, c'est un élément important que nous pas jamais qu'à mettre, nous pas rien droit tout mettre en dehors de toute équation que nous avons fait pour, ou du moins à la recherche d'une solution pour le pays d'Haïti. Est-ce pourquoi que nous pensons diaspora? Et non seulement c'est poumon et économie nationale là, actuellement, mais c'est quand même une référence comme contribution d'Haïti à la culture, à la société et aussi à l'économie même du pays d'accueil. Ok, kounye la, nou sot fè yon présentation ou bien yon description de personnalité sa na presevoa ki se Monsieur Edmond Bochid a titre d'ambassadeur. Mais kounye la, sou tap eseye bay yon du plus de parcours personnel ou formation et quelques éléments marquants nan vi ou. Par rapport avec présentation nou te fè nan introduction, se ki sote kapab ajouter en plus? Bon, je vais dire que c'est une présentation, je pense que c'est acceptable. Parce que je suis gandancé, je suis de Lance-des-Nord, du arrondissement de la Gandance, c'est-à-dire de Jérémy chef-lieu, et Lance-des-Nord, c'est la deuxième ville de la Gandance. C'est là en fait, je passé dans l'école Frère Instruction Chrétienne qui est à Zeno. Ensuite, après, je venu à Port-au-Prince, je fais classe secondaire moyen. Après, je allé dans la faculté de droit et des sciences économiques. Je fais un temps tour dans Aïnagué. Et après, je suis parti, je quitte le pays, je aller faire formation à l'extérieur, en Angleterre. Et je fais formation tout, moi, je fais formation tout au Panama, Chili, en Israël. Et je pensais que mon parcours qui est assez intéressant. Et je suis rentré dans la carrière diplomatique depuis à l'âge de 22 ans. Et je suis bien 32 ans de service au ministère des Affaires étrangères, tant au service centraux, qui c'est le ministère-là, et au service externe. Me servi d'aller comme jeune stagiaire aux Nations Unies à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensuite, je travaille comme premier poste diplomatique à Kingston, Jamaïque. À l'époque, nous étions ambassade Jamaïque. Après, je allé travailler à Panama, je travaille à l'OEA, je travaille à Londres, en Angleterre. Ensuite, moi, je suis ministre des Affaires étrangères sous présidence Jovenel Moïse en 2018. Et en 2020, fin 2020, j'étais occupé de poste ambassadeur d'Haïti à Washington jusqu'à 2023. Voilà. Mais en fait, que, je dis ça que ma Kevin, c'est le fait que j'ai toujours eu l'opportunité pour me servir le pays, pour me présenter à Haïti dans plusieurs structures de conférences internationales. Et je pensais que j'ai toujours été un serviteur public, j'ai grandi avec ça et toujours disponible pour toujours servir le pays. Et parce que je pensais que Haïti investit un peu dans moi, il faut me back à ça, mais réussi Haïti. Haïti investit dans moi. Ok, parlant de carrière diplomatique, est-ce que nan fin an di intervention sot fè la ou pa tou ba nou plusieurs aperçus de parcours nan diplomatie haïtienne nan, ou bien est-ce que gen d'autres éléments capotés? Bon, je pense que non, je tout poste que je passé. Je pense que de positions que j'étais, par exemple, comme ministre des Affaires étrangères et pendant la carrière, moi, je pense que des ministres dans une époque qui était difficile, dans une époque pays d'Europe, mais ça va t'empêcher que j'étais créé, ou du moins c'est très innovatif dans ma fonction. J'ai au moins occupé une position au niveau de la francophonie, côté, pardon, sommet de la francophonie. J'ai été le président de la conférence des chefs d'État du gouvernement parce que le président Jovenel n'a pas pu se déplacer. C'est moi qui représente elle. Et là, c'est un honneur pour me présider en conférence. Il est un chef d'État et chef de gouvernement là-dedans. Ensuite, c'était à Erevan, en Arménie, je me rappelle. Et ensuite, j'ai eu une opportunité tout, vice-président groupe de Rio. Groupe de Rio sont structures qui est à l'intérieur de l'OEA et qui analysait, du moins, des propositions d'un problème politique régional. Et je pense tout, des opportunités
et représenter Haïti en pile gros conférence internationale. J'étais président de la délégation haïtienne à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, pendant le président Jovenel pas de déplacé. Et je pense que ça a été une opportunité pour me prouver tête et représenter Haïti dignement. Et dernier barème radio, ça me réaliser comme ministre, réaliser me permettre au moins d'établir des relations, des rapports avec Haïti, avec plusieurs autres pays, qui étaient des relations qui étaient censées quitter dormi, que de réveiller tout, de au moins créer une capacité pour la diplomatie haïtienne de réveiller, de démontrer que, en dépit de tout, en dépit de problèmes, non, mais nous avons une histoire diplomatique de plus de 200 ans. Et il faut noter qu'à toujours mettre nous à la hauteur de cette histoire. Et c'est ça qui fait que un pays, une ambassade dans toute tentative, dans toutes les forces pour renforcer les relations diplomatiques avec Haïti. Moi, j'ai ouvert une ambassade au Qatar, à Doha, Qatar, qui est jusqu'à présent là. Et j'ai toujours pensé que faut Haïti ait plus de relations, ouvertes relations davantage avec les pays arabes, les pays du Golfe. Et c'est une raison qui fait me deviner avec l'idée ça, et c'est ça, président de la Provelle. Et je pense que mon carrière, on a dit qui est assez intéressante. M'a toujours capé et ça m'a réalisé, m'a toujours capé que je pensais que me fait, même la moitié en pile, vous me fait toujours, mais le contexte que me ministre à l'époque, c'était vraiment un contexte difficile. Mais l'essentiel, c'est que je suis fier d'être un serviteur public, un serviteur des intérêts d'Haïti. Ok, Kounia, si n'a essayé de mettre accent sur des prises de position marquantes au cours de carrière, si nous t'avons laissé prendre quelques exemples de décisions ou bien d'interventions clés, c'est qui ça nous t'a capable de dire? Bon, parce que une discussion, du moins un événement qui était marqué carrière, c'était en 2015 à l'OEA et comme représentant permanent d'Haïti à l'OEA en 2015. Je pense que si on cherchait sur YouTube, il y a venu, c'était en période côté de gagner une discussion, ou du moins une cérémonie côté le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine a participé là-dedans. Je pensais que c'était vraiment un moment très pour toujours garder le calme, pour toujours très froid devant les décisions, devant les situations difficiles, mais avec beaucoup de justesse et beaucoup de clarté. Et je pense que le moment ça a été un moment déterminant pour moi, de permettre au moins tester capacité moins devant des situations vraiment de provocation et pour éviter tout créer des incidents qui n'ont pas regrettable. Moi, c'est un moment extrêmement important. Toujours qu'à changer ça. Et avec d'autres positions, je pensais que quand j'étais à Londres, en Angleterre, j'ai une situation qui était développée avec Oxfam, qui était des employés en Haïti qui étaient vraiment dans la prostitution, qui avaient utilisé des petits mondes de bas âge, etc. J'étais campé en face Oxfam en Angleterre, à Londres, et de mener une bataille qui était vraiment serrée. Vous avez même pour non seulement pour te déplacer, employer ça en Haïti, mais pour te gagner poursuite qui t'est faite contre le pays, je pense que c'est une bataille intéressante. Parce que l'aime mener une bataille de censé seul, parce que tout Haïti à l'époque était fermé dans le carnaval, pas de cas, joindre aucune autorité pour te faire instruction, même d'agir en fonction de ça, mon gain comme expérience, comme capacité pour comprendre les choses et pour voir comment nous mener une sorte de bataille diplomatique sans pour pas créer d'autres incidents. Même parce que deux bases ça a remarqué pendant la carrière. Alors, Haïtien li éparpillé à travers le monde, ça veut dire diaspora haïtienne dans li tout côté. Mais une diaspora que mon yo plus parlé de lui, c'est diaspora du côté des États-Unis. Mais malheureusement, il y a un pile monde qui pas connaît genèse là, qui pas connaît développement et rôle diaspora ça dans le temps. Communauté haïtienne qui vit pour le moment là du côté des États-Unis. Si nous pouvons essayer qu'on rentrer dans genèse là, développement et puis world diaspora dans le temps, c'est qui ça nous est capable de partager avec le public là?
Bon, moi, ça me dit que la communauté haïtienne, les Haïtiens aux États-Unis, ils ont une histoire qui est très longue, qui allait très loin. Et si on prend comme référence, par exemple, euh, des connexions nous gagnons avec Jean-Baptiste Point du Sable, le fondateur de la ville de Chicago, et de la des connexions, tout nous gagnons avec des gens qui sont en Louisiane. Parce que parmi eux, ils ont parti de grand pile, monde qui est sorti dans la colonie Saint-Domingue, du maintenant non, qui parle de devenir Nouvelle-Haïti, qui était allé et qui était en direction de la Louisiane. Et nous avons des collections quand même historiques avec eux. Et même penser que au fur et à mesure, et les diaspora a grandi, nous venons beaucoup plus intégrés, nous venons beaucoup commencer bien. Il y a aussi la dictature, et avec la dictature des Duvalier, qui te gagne pas mal de persécutions politiques, ça te permet en pile mon tout d'aller vers les États-Unis et aller là pendant un certain temps. Même passé, les regarder histoire Haïti, c'est les Haïtiens qui étaient arrivés à Montréal, au Canada, Haïtiens qui étaient allés en Afrique, dans l'époque des colonisations, qui étaient allés bas, les formations, qui étaient allés comme professeurs d'université, etc. Euh, je pense que ça a une histoire qui est beaucoup plus vivante et vous raconter, notamment vis-à-vis de diaspora, ça aux États-Unis. Mais aux yeux d'Haïti, toute petite lieu qui dehors est important. Quel que soit le pays, oui. Malheureusement, États-Unis, c'est le pays qui est le plus proche. Et la Floride qui est un côté avec nous, qui est plus proche, c'est lui, généralement, est référé comme diaspora. Et pas trop loin de ça, on a parlé de diaspora, on voit seulement des gens qui sont aux États-Unis. Mais et pourtant, maintenant, diaspora haïtienne, on n'a pas de diaspora haïtienne, il faut tenir compte d'un pile frères noirs chez nous qui dans pile d'autres pays. Par exemple, qui est au Chili, qui est au Brésil, et en République dominicaine, et Canada et États-Unis étaient toujours devant, avec la France, ils étaient toujours considérés, qui étaient toujours un groupe d'Haïtiens qui étaient plus connus comme diaspora. Mais quel que soit à côté des frères Chenois à pied, que au Guadeloupe, que au Guyane, que l'autre pays encore commencé à immigrer, et ces diaspora, c'est des éléments importants aux yeux d'Haïti. Et ne pas supposer considérer comme petit dehors. Et nous devons considérer comme toujours haïtiens. Et même dans certains cas côté haïtien, il est obligé de changer de document, il est obligé de prendre notre passeport pour d'autres raisons. Pas grand chose à retirer la vie. Et ça lui gagne comme valeur, comme haïtien, comme élément culturel qui appartenait à lui. On va pas retirer ça. C'est-à-dire, chaque grain haïtien, haïtienne, quel que soit le pays côté il est important aux yeux d'Haïti. Et est-ce pourquoi que nous pensons, même là, c'est ça qui est aux États-Unis, qui généralement nous toujours considérés comme plus proches, mais aux yeux d'Haïti, c'est nous toute petite Haïti qui dehors, au certain. Ok, parlant de Haïtiens qui vivent du côté des États-Unis, il y a un État qui gagne une forte communauté haïtienne, c'est Brooklyn. Parlant de Brooklyn, nous obligés automatiquement référer nous ou bien rééditer Brooklyn Bridge. Vous connaissez ça? Absolument. Exactement. Qu'on est là, qui version moderne et stratégique nous capable de partager avec monde qui pas connaît qui ça concept ça veut dire et qui réfléchit. Sans couper par contre, sur le parce que ma son était coupé. Moi, je dire que autant de bien. Moi, pas question pour vous. Euh, OK. Et qui ça nous. Qui moyen pour nous renforcer? Bon, parce que nous t'ai parlé de question de sur Brooklyn Bridge, c'est ça? Parce que un peu jeune haïtien qui est-ce que vous copiez? Est-ce que vous avez l'impression au fil? M'dado bien, m'dado bien. Ok, parfait. Et histoire Brooklyn Bridge, je pense que c'est un gros exploit diaspora aux États-Unis qui a été réalisé. Et je pense à partir de protestes, à partir de marches, ça, il y a des milliers, des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont dit non à l'accusation qui était mise sous le nom comme Haïtiens que nous responsables de VIH. Même pense que c'était une grosse victoire parce que ça te permet de reconsidérer l'accusation, ça a été retiré. Et depuis lors, il était marqué
des radios étape, un élément important, la capacité, la force, comme tu as dit, dans une force réelle de la diaspora haïtienne qui montrait qui ça le bail, qui ça le porter comme réaction de la mesure où toucher à la dignité de ce peuple-là. Et je pense que c'est impossible pour nous rééditer Brooklyn Bridge, mais il y a probablement plus stratégique pour nous venir avec de nouvelles approches. D'autres approches qui étaient capables de permettre nous au moins bataille pour faire respecter non seulement les droits des Haïtiens, les droits des immigrés haïtiens. Et par exemple, à l'époque, Brooklyn Bridge n'a pas de vraiment des élus haïtiano-américains. Ne pas vraiment bien ça. Mais il y a là, nous avons pile élus haïtiano-américains dans tout niveau. Un pile magistrat, un pile councilman, councilwoman, nous avons pile, nous avons congresswoman. Parce que ça permet nous au moins, à partir de éléments, ça, nous avons des hommes et des femmes qui sont très actifs dans la politique américaine, qui impliquent dans sa grassroots movement, mouvement de base, parce que ça permet nous au moins nous avons notre stratégie ou notre approche. Ça ne veut pas dire autant que nous ne pouvons pas rééditer beaucoup de choses. Mais nous avons beaucoup plus d'éléments, nous avons plus d'armes dans nous là pour nous, comme tu as dit, pour nous renforcer cette bataille, pour nous renforcer cette lutte pour faire respecter la dignité haïtienne. Ça montrait que même les notables rééditaient beaucoup de budget, mais avec éléments nouveaux, ça avec approche nouvelle, ça nous ramène. Et aussi des représentants haïtiano-américains qui ont une structure gouvernementale, tant au niveau local, ou bien au niveau étatique, au niveau fédéral. Et je pense que c'est des éléments importants et qui permettent nous penser que même que nous avons toujours voulu rééditer Brooklyn Bridge, mais approche qui est beaucoup plus politique et stratégique là, en utilisant nos élus, parce que c'est extrêmement important pour nous penser à ça. OK, pour nous continuer avec l'entrevue, nous allons entrer dans le sujet nous. Là, n'a parlé de rapport force actuelle, analyse levier politique, économique et socio-diaspora haïtienne. C'est qui ça nous capable de dire par rapport avec thématique ou bien thème napoléon, le rapport de force de la diaspora, notamment celle des États-Unis d'Amérique, dans la politique interne et externe. Bon, moi, c'est que, je ne vais pas prendre seulement les États-Unis d'Amérique, moi, c'est que diaspora noire, dans pile pays, il y a un levier qui est assez important. Et par exemple, si nous quittons les États-Unis, on va moment vers le Canada. Imaginons, nous avons l'actuel ministre de la Santé qui est une femme d'origine haïtienne. Nous avons au moins un député de la zone de Terrebonne qui est une jeune femme haïtienne. Je pense que quelque part, diaspora, non seulement il est capable dans le Parlement, mais il y a dans d'autres sphères, dans l'échelle administration politique et publique là. Et je pense que c'est important. Il a considéré, il a supposé un levier important pour nous utiliser, dans la mesure où on certaine, il y a une meilleure organisation des différentes forces de la diaspora. Parce que il y a toujours reproché la diaspora et nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger, c'est le fait que vous sentez qu'il y a un manque de cohésion dans le mouvement, ça, ou bien dans toute structure qui vient au niveau de la diaspora pour permettre de défendre les intérêts des Haïtiens, que les Haïtiens américains, les Haïtiens canadiens, les Haïtiens français, etc. Bon, c'est que c'est extrêmement important pour nous. Faudrait-il bien nous joindre éléments ça pour qui permettent de nous renforcer cette cohésion qui doit gagner entre différentes forces de diaspora qui sont dans différents pays. Parce que très souvent, nous pensons, nous parler de diaspora haïtienne qui est aux États-Unis. Hein. Mais aujourd'hui, alors, on ne va pas parler de diaspora haïtienne ou quitter des Haïtiens qui sont au Chili, les Haïtiens qui sont au Brésil, les Haïtiens qui sont en République dominicaine. Et ce sont des Haïtiens
ce sont des communautés qui portent en pile dans l'économie pays côté OEA et aussi à l'économie nationale d'Haïti, qui portent en pile éléments culturels dans le pays côté OEA. Et si ça fait nous non seulement, et nous avons dit que ils sont représentants, ils sont petits d'Haïti, mais ils sont nos premiers ambassadeurs haïtiens qui là-bas, haïtiennes qui dans le pays étranger. C'est eux-mêmes en premier, c'est premier ambassadeur Haïti, qui représente la culture Haïti, qui représente la richesse haïtienne là-dedans, et qui représente tout un série d'éléments historiques. Est-ce pourquoi que je pense que levier, ça, diaspora était un levier dans la politique interne pays côté lié à côté pays d'accueil là. Leur regarder des positions occupées, leur regarder qui ça y entreprendre comme des entrepreneurs qui créent business, qui baillent travail et qui soutenent l'économie nationale haïtienne. Et aussi, là, on a parlé sur le sphère de la politique interne d'Haïti. Certainement, diaspora a continué à partir de ces organisations, à partir de ces structures, pour influencer la politique interne d'Haïti. Est-ce pourquoi que le n'a regardé avant projet constitution ça, qui gagne sur table actuellement là, je pense que il y a quelques injustices qui fait la diaspora, ou pas senti diaspora et pour totalement intégrer ou bien entrer dans ça déclaré dans cette matrice de conception même de cette nouvelle Haïti. Parce que je ne pas la diaspora d'ailleurs. Parce que majorité, pour ne pas dire 80%, matière grise haïtienne, puis aujourd'hui à dehors. Et est-ce que vous pensez que diaspora haïtienne est supposée avoir beaucoup plus de droits et pour influencer la politique interne davantage et pour contribuer à ce changement grandement besoin que l'on cherche. Parlant de diaspora haïtienne que ou considéré comme ambassadeur, comme image paysan, comme voix, comme visage paysan, si nous pouvons rentrer dans le système de lobbying, comment fonctionner? On essaie ouais influence et place diaspora haïtienne dans le circuit lobbying au niveau de l'Amérique et plus particulièrement, disons. Bon, même pas, c'est que le système de lobby aux États-Unis, c'est un système qui existe depuis des années. La politique des États-Unis elle-même, tant au niveau local, fédéral, je pense qu'elle n'a pas fonctionné sans du lobbying. Parce que même au moment des élections, des campagnes électorales, il y a des firmes qui spécialisées dans ça, qui pour rassurer un candidat appuyé, une contribution financière pour la campagne là, pour qui permettent au moins un certain leverage une fois que mon a élu auprès du Congrès américain. Mais l'essentiel, c'est que, disons, un secteur qui est très organisé, qui est discipliné, qui a l'ordre, et une fois que vous rentrez comme lobbyiste, vous devez soit faire lobbying pour un pays étranger particulièrement, supposé enregistrer ou supposé déclarer. Parce que c'est ça qui vous permet de ne pas considérer comme un monde qui travaille pour un agent étranger pour un pays étranger. C'est-à-dire que pour un contrat avec un pays étranger, vous supposez déclarer, vous supposez signer, vous supposez dire, qu'on contrôle ça. Mais le lobbying aux États-Unis, notamment à Washington, c'est un élément qui est essentiel même dans la politique. Influencer les décisions du Congrès américain, du moins influencer les décisions de l'administration américaine. Et c'est un élément dans l'équation à Washington, on va mettre dehors. Mais, même là, ça coûte de l'argent, mais les organes diaspora qui est organisé, qui est bien structuré, c'est le meilleur lobbying ou t'es carrière. Par exemple, on prend lobbying, secteur lobbying juif là. C'est un secteur lobbying qui est très puissant aux États-Unis. Parce que c'est un secteur qui est organisé. Les juifs, ils se sont organisés, ils ont appuyé sur ça. Ils connaissaient à partir de ça pour permettre d'exister comme État à travers une série de gros lobbying qu'a fait pour non seulement Washington, mais aussi dans les grandes capitales. Il va négliger ça. Parce que le premier lobby, c'est des juifs eux-mêmes qui vivent dans le pays. Est-ce pourquoi il est important pour que les Haïtiens eux-mêmes structurent
qui gagne différentes organisations qui gagnent dans la diaspora, et dans la mesure où ils sont bien organisés, ils chita sur des éléments stratégiques importants, c'est première force de lobby pour Haïti. Et son force de lobby pour Haïti, que Haïti joigne gratuitement. Est-ce qu'on voit que je pense que Haïti gagne vraiment pour devoir, pour voir comment continuer, demander et aider pour qu'il y ait plus de cohésion pour que le secteur diaspora, car un secteur qui n'est pas divisé, chaque monde a une petite organisation, mais qui a bien de grandes organisations qui sont bien structurées, qui ont un pile pouvoir, qui ont un pile contact, qui permettent au moins et nous qu'à utiliser comme levier de développement, levier de changement et levier de support. C'est extrêmement important. OK, à chaque fois que gagne une élection qui arrive du côté des États-Unis, communauté haïtienne nan, li très vu parce que tellement de haïtiens qui vivent dans Amérique et surtout ça qui en droit pour yo voter, ça veut dire les tout le monde a dit yo pour supporter un camp qui c'est républicain, qui c'est démocrate, li pote en pile dans balance électorale là. Si nous pour laisser aller dans implication électorale dans swing states là. Nous pour aller dans contribution diaspora et puis nous pour aller dans scrutin américain, on a les côtés décisifs là et on a regardé avec un grand public là impact potentiel que ça gagne. Bon, c'est bon si pas tellement expert dans ça pour connaître et les n'a identifié ça nous les swing states, état qui pivotal qui a changé dans n'importe moment et faudrait-il bientôt faire une enquête qui t'a dit nous exactement qui pourcentage de population haïtienne dans la zone mais des haïtiens américains. Je vais pas oublier sur les américains on va pas voter. C'est des haïtiens américains. Et faut d'accord qui pourcentage de rien dans chaque zone ça. Même pas c'est dans une zone qui est beaucoup plus influente, c'est la Floride par exemple et aussi New York, même plus que le cas au niveau local, le cas a beaucoup plus d'influence, le cas bouger ligne en termes de votants. Mais pour le moment, on pas vraiment ouais ce que on continue de faire toujours, recherche ça pour me ouais dans quel sens et comment la diaspora haïtienne, c'est-à-dire les Haïtiens américains qui ont droit pour voter, comment vraiment ils ont influencé et vote là au niveau national. Beaucoup vraiment ouais une étude qui appuie sur ça, qui donne des chiffres intéressants, même parce que dans certains États ou bien dans certaines counties, dans certaines zones dans l'État, par exemple l'État de la Floride, pour qu'à joindre des Haïtiens qui sont à Miami, ou du moins dans le North Miami, Miami Nord, ou du moins pour qu'à joindre des Haïtiens qui sont dans Orlando, il y a une certaine influence dans le vote au niveau local, ou du moins ce qui a agité, tout qui a contribué, on va en plus au niveau national, si on a dit toute communauté ça pas voter pour un candidat. Et aussi les Haïtiens qui sont dans la zone de New York, de l'État de New York, l'État de Boston, de Massachusetts, à Boston, particulièrement la ville de Boston et ses environs. Et je pense que c'est dans une zone où il y a plus d'influence haïtienne et plus haïtiens américains qui participent dans les élections, parce que là, regardez au niveau local, généralement, côté qui y a élu des magistrats, il y a élu des conseilmen, des conseils romains, ça montre qu'il y a un certain avantage dans la zone ça. Mais au niveau national, pas quoi, il est très influent, mais probablement il est nécessaire pour nous travailler davantage, pour nous augmenter et capacité de décision. Ça, c'est-à-dire en termes de non seulement venir plus haïtiens américains, mais de plus haïtiens américains qui peuvent organiser dans des structures stratégiques qui permettent nous au moins d'utiliser le levier ça comme une zone d'influence pour influencer les résultats de l'élection. Ça me pense que ça est important, mais pas quoi son barrage qui a fait jeudi du jour au lendemain. Son processus, mais le processus ça est important pour nous commencer à faire dans une meilleure organisation de toute structure qui est dans la diaspora. Et n'a pas cheminé nous vers dernière ligne droite entrevue avec ambassadeur Boukchit, mais nous t'a manqué en pile si nous pas ta fonti ouverture sous
an sa. Jodi a la sak ta explike, kit se avek e gouvernement dominicain ou bien administrasyon ameriken nan, rapport diplomatique Haïti ap degingole, ap degradé. Et impact lan li vini pou compatriotes nou yo kap viv lot bo. Si nan pren notamment an pile l'infraction nou yo ki rentre nan programme Biden, mais je dis la moun sa yo, yap dormi yon j'ai l'ouvri, yon j'ai fermé parce que genyen yon vague déportation qui plane sous tête yo. Et si nan pren nou pou pi pre nou la du côté de la République dominicaine, gade sa ka privé avec administration Abinadel lan, pendant que en pile haïtien te rentre légal, mais ou vin pas ka jwenn visa je dis la, quitte moun nan te rentre légal, quitte li illégal, li sujet avec déportation. Est-ce que selon vous même, c'est une mauvaise représentation diplomatique ou bien rapport yo mal géré? Et si nous ta essayer d'identifier des pistes de solutions rapides, c'est que ça nous t'a capable de dire? Bon, c'est que nous comprenons nos préoccupations là, même pas que pour me dire une solution, je pense que la meilleure des solutions, c'est la réorganisation de notre République. Moi, la meilleure solution, c'est à résoudre et crise politique qui va jamais finir ça. Tout autant au bon pays qui est toujours une crise politique, qui crée une instabilité politique chronique, n'a pas affaibli toute institution. Beaucoup de nous d'institutions ne pas gagner encore. Par exemple, nous avons presque 7 ans, nous pas un parlement. Et ça montre que une fois que l'institution ça va exister, on va une république qui est affaiblie. Et souvent, une république qui est affaiblie, on ne va pas avoir une diplomatie qui est forte. Parce que généralement, la diplomatie, c'est une résultante, une diplomatie qui est forte, ils sont résultantes d'un État qui est fort. Mais leur État qui est affaibli, il certainement va l'affecter parce que la diplomatie n'a pas un extraterrestre. C'est des gens qui dirigent des Haïtiens qui sont dans la structure. Non? Mais cela veut dire pourtant, on va dédouaner. Si toutefois, il y a un manque de responsabilité, un manque d'agressivité, bon côté notre service diplomatique. Bon, c'est que c'est important pour devoir, pour nous camper toujours debout, pour nous défendre les intérêts de nos frères, de nos concitoyens, quel que soit le pays où pour nous rassurer, nous, même le pays à son pays souverain, il a le droit pour lui gérer les questions migratoires à la Cali, pour dire monde qui est légal, monde qui n'est pas légal. Et il n'y a pas arrêter dans ce territoire, c'est droit ça rien, mais nous-mêmes, nous avons pour devoir pour nous veiller à ce que le processus soit fait dans le respect de la dignité humaine. C'est ça qui est important. Et quand il s'agit des États-Unis, certes, nous était rentré sous Biden légalement, il n'est pas rentré illégal, mais c'était un executive order qui était programme Biden en existence. Eh bien, il y a un président qui est venu, s'il te fait campagne sur ça, nous disons ça, avec un executive order, il doit camper, il éliminer le programme. Mais maintenant, la question, c'est qu'on est, si le programme est éliminé, il est éliminé pour ne pas continuer, mais le monde qui est déjà là, dans le pays, ce programme-là, comment nous avons certaines considérations, parce que devient légalement, entre-temps, pour y avoir le statut, pour ajuster le statut, pour avoir l'autre situation. Je pense que l'important pour le gouvernement, par nous, c'est qu'à approcher du gouvernement américain pour faire des marches, pour demander un moratoire. Et moratoire, ça, et parce que, pas oublier, raison que fait mon devenir, c'est une question de sécurité en Haïti. Et de bien monde qui était depuis 1 an, 2 ans, entre-temps, pendant 2 ans, ça, le pays a été plus difficile. Il y a là, pour prendre ça, voyez autour de l'un pays qui est plus difficile, parce que ses parents nous rendent service, non seulement à Haïti, mais on va rendre service tout à la région, parce que ça va déstabiliser Haïti et déstabiliser la région. Bonjour tout le monde, non pas M. Jonas Fontes, moi c'est journaliste présentateur, moi présenter émission cultivée sur plateforme c'est là qui c'est Info 23. En même temps moi c'est journaliste rédacteur, moi fais partie de l'équipe rédaction média. Info 23 c'est un média qui parle politique, nous parle éducation, culture, société, religion, économie, tout c'est nous. Pour suivre nous, ou pouvez abonner. Si vous pouvez faire ça, invitez mon fel. Tout contenu nous intéressant. Si besoin qu'on est meilleur de nous-mêmes, à visiter ça nous déjà publié. Il y a pile bon bagay qui déjà sur plateforme là et il y a pile bon bagay qui venir. Abonnez, partagez, like, commentez, pas oublier façon ça ou capable encourager ça qu'a fait là. Merci tout le monde.